Au début du film, notre personnage principal se réveille dans une petite maison et est soigné par une jeune fille des environs. Elle se présente comme Hiruru et explique que c'est elle qui l'a sauvé et ramené pour prendre soin de lui. Cependant, il ne se souvient plus de qui il est ni pourquoi il porte un masque sur le visage. Le lendemain matin, à son réveil, il réalise qu'en effet, quoi qu'il fasse, ce masque ne peut absolument pas être retiré. La grand-mère d'Hiruru vient ensuite le voir pour s'assurer qu'il va mieux. Elle non plus ne sait pas qui il est et quant à la raison pour laquelle le masque ne peut être retiré, elle affirme qu'il doit y avoir une explication à cela. Elle lui conseille de ne pas trop réfléchir pour l'instant et de se concentrer sur son repos et sa convalescence. Plus tard, Hiruru lui apporte de la bouillie pour l'aider à reprendre des forces. L'homme remercie sa famille pour leur grande gentillesse. Il remarque alors quelqu'un qui l'observe secrètement de derrière. La grand-mère d'Hiruru lui apporte des vêtements ayant appartenu à son fils pour qu'il les porte. Quand il veut sortir se promener, la grand-mère dit à Hiruru de l'accompagner, juste au cas où il s'évanouirait de nouveau dehors afin que quelqu'un puisse le ramener. Les yeux curieux réapparaissent et Hiruru lui présente la personne. C'est sa jeune sœur, Hiruru. Hiruru trouve l'homme un peu étrange parce qu'il porte les vêtements de leur père. Leur père était décédé et leur mère est également morte après avoir donné naissance à Hiruru. L'homme se sent un peu mal à l'aise de porter quelque chose d'aussi important, mais Hiruru ne s'en soucie pas vraiment. Pendant qu'il marche, l'homme se sent toujours mal à l'aise d'être ainsi soutenu par Hiruru. Mais elle dit que les filles de la campagne comme elle sont très fortes, donc il n'a pas à s'inquiéter. Il remarque alors la queue d'Hiruru et la touche par curiosité, mais elle le pousse immédiatement, prouvant qu'elle avait raison d'être forte. Juste après cela, un homme nommé Teoro vient l'aider à se relever. Teoro le reconnaît comme l'homme étrange qui a été amené à la maison du chef du village. Cet endroit a été un refuge pour pas mal de gens parce que c'est paisible. C'est aussi un endroit assez petit et tout le monde y vit joyeusement ensemble. Actuellement, quelques maisons ont besoin de réparation après un récent tremblement de terre. L'homme semble se souvenir de quelque chose un instant, mais il écarte ensuite cette pensée. Peu après, l'épouse de Teoro, Sopo, vient chercher son mari, pensant qu'il est juste paresseux et qu'il sèche le travail. Alors elle lui attrape l'oreille et le traîne en arrière. Elle remarque aussi qu'Hiruru semble avoir trouvé quelqu'un qu'elle apprécie. Mais Hiruru insiste sur le fait que Sopo se méprend, car elle ne fait qu'aider un homme malade. Les deux continuent ensuite de se promener dans le village. L'homme voit le paysage paisible de l'endroit et le trouve agréable, tout comme Hiruru elle-même. Pendant qu'il se repose sous un arbre, Hiruru s'excuse de l'avoir tant traîné. Mais comme c'est lui qui voulait sortir se promener, elle n'a pas besoin de se sentir coupable. Hiruru veut qu'il se repose un peu plus longtemps avant qu'il ne rentre. Mais elle entend alors des bruits venant du village, alors elle lui dit de rester là et de se reposer pendant qu'elle va vérifier. Quand elle retourne au village, elle voit son vieil ami Nwangi, qui travaille maintenant pour le gouvernement et est venu collecter les impôts. Nwangi a grandi dans le même village, mais maintenant qu'il a du pouvoir, il l'exploite sans pitié, exigeant des impôts et affirmant que tant que le village paiera, les autorités les protégeront de la guerre. Nwangi aime aussi Hiruru depuis longtemps et veut l'emmener avec lui, mais elle refuse, disant qu'elle n'a pas besoin de richesse ou de luxe. Le personnage principal arrive alors et dit à Nwangi d'arrêter, mais Nwangi déclare avec arrogance qu'il est un parent du seigneur local et qu'un marginal comme lui n'a pas le droit d'interférer. Hiruru intervient pour les arrêter tous les deux et demande à Nwangi de laisser tomber. Mais quand il apprend qu'Hiruru et l'homme vivent ensemble, il devient furieux, accusant l'homme d'être un tiers qui s'immisce entre lui et Hiruru. Quand Hiruru explique la situation, Nwangi se calme un peu, mais l'homme le provoque alors, ce qui fait perdre son sang-froid à Nwangi et déclenche une bagarre. Cependant, l'homme n'est pas quelqu'un qui peut être facilement intimidé. Furieux, Nwangi s'en va. Plus tard cet après-midi-là, quand ils rentrent chez eux, Hiruru dit à l'homme que Nwangi n'a pas toujours été comme ça. Mais l'homme dit que quand les gens sont jeunes, ils n'ont pas encore appris la cupidité. Quant à Nwangi, à son retour, il décharge sa colère sur une statue sacrée à proximité. Les oiseaux autour s'envolent soudainement et sa monture est terrifiée par un son étrange et effrayant et s'enfuit. À ce moment, la grand-mère d'Hiruru entend également le son venant de la forêt et appelle tout le village à se rassembler. Elle soupçonne que quelqu'un a profané la forêt et renversé la statue. Les villageois regardent le personnage principal, mais Hiruru témoigne pour lui car elle avait été avec lui toute la journée. Quand Hiruru se réveille, Hiruru doit ramener sa sœur dans leur chambre afin que les autres puissent continuer à discuter. Le personnage principal comprend pourquoi il est soupçonné. Il interroge ensuite l'aîné du village sur l'esprit de la forêt et elle explique que c'est une bête divine qui protège la forêt du châtiment divin.
Ils sont obligés de faire quelque chose pour apaiser la colère de la bête, sinon ils ne pourront plus entrer dans la forêt. Quelqu'un suggère de capturer la bête, mais l'aîné dit qu'elle est extrêmement puissante et intelligente, et la confronter n'apportera que des pertes. Un villageois revient alors pour signaler que la statue a effectivement été renversée. Ils ne peuvent pas la reconstruire maintenant car il pleut très fort. Le personnage principal a le sentiment que les dieux ne seraient pas irrités par quelque chose d'aussi trivial, bien qu'il ne sache pas pourquoi il ressent cela. L'aîné cependant ordonne à tout le monde de rester à l'intérieur la nuit et d'éviter de sortir. Quand il retourne dans sa chambre, Hiruru lui change les bandages. Il ressent soudain un mal de tête et voit d'étranges fragments de souvenirs. Mais Hiruru lui dit de rester calme car tôt ou tard ses souvenirs reviendront. Le lendemain matin, le personnage principal rejoint la grand-mère d'Hiruru, Eruru, et un groupe d'hommes du village pour aller voir l'état de la statue. En effet, la statue a été complètement détruite et leur seule option est d'en construire une nouvelle. Certains commencent à avoir peur et veulent partir, car il n'y a pas si longtemps, un village voisin a été attaqué par une créature féroce. L'aîné dit que la bête divine n'agit que la nuit, donc ils devraient être en sécurité pour reconstruire pendant la journée, mais doivent aussi éviter de faire trop de bruit pour ne pas la réveiller. Ils reconstruisent ensuite une nouvelle statue et espèrent que cela calmera un peu la colère de la bête. Alors qu'ils se préparent à partir, le personnage principal remarque quelques touffes de fourrure à proximité. Quand ils retournent au village, il fait déjà presque nuit. L'aîné conseille aux hommes de rentrer tôt chez leurs femmes et leurs enfants. Teoro demande également au personnage principal de prendre soin de la famille d'Eruru. Ils remarquent alors qu'Eruru se cache également à proximité et semble ne pas aimer le personnage principal. Teoro lui dit de ne pas y prêter trop d'attention. Soudain, un son de la forêt résonne à nouveau, alors tout le monde rentre chez soi et verrouille les portes. Pourtant, la nuit, la bête divine de la forêt vient toujours les chercher. Le personnage principal entend des cris dehors et veut faire quelque chose. Mais l'aîné lui dit que s'il sort maintenant, cela ne fera que causer plus de pertes car les humains ne peuvent pas combattre une bête aussi puissante. Il y a longtemps, la sœur de l'aîné s'était offerte en sacrifice à la bête pour qu'elle dorme si longtemps. Mais à ce moment-là, l'extérieur devient soudainement silencieux, incitant le personnage principal à aller voir ce qui se passe. Il sort et voit la bête attaquer la maison d'un villageois et dévorer quelqu'un à l'intérieur. Elle se jette soudainement sur lui, le forçant à saisir un outil agricole à proximité pour se défendre. Mais son corps est bien trop résistant pour être percé. Elle le frappe alors et le projette au loin. Yoruru se précipite pour le protéger. Mais à ce moment-là, la bête s'arrête et quand la pluie commence à tomber, elle s'enfuit. De retour à la maison de l'aîné, tout le village pleure la perte d'une famille. Cependant, le personnage principal leur dit qu'il a trouvé un moyen de riposter. Il avait ramassé de la fourrure de la bête près de la statue et l'avait mise dans l'eau. Et au contact de l'eau, la fourrure est devenue plus faible. Par conséquent, l'eau doit être la faiblesse de la bête. Il veut la combattre au lieu de la supporter plus longtemps, mais les villageois semblent toujours effrayés. Alors le personnage principal décide qu'il agira comme appât pour attirer la bête afin qu'il puisse la piéger. Les villageois se dispersent alors, mais Hiruru s'inquiète de sa décision d'être l'appât. Il dit qu'il est un étranger, donc personne ne se souciera s'il meurt. Mais Haruru lui dit qu'elle le considère comme de la famille et ne veut pas qu'il soit blessé. En entendant cela, le personnage principal promet qu'il reviendra car il la considère aussi maintenant comme sa famille. Le lendemain matin, il discute de son plan avec tout le village. Il veut qu'ils suivent son plan et leur assure qu'il trouvera un moyen de s'échapper. Même s'il savait que tuer le dieu de la forêt les maudirait, il croyait que personne ne voulait continuer à vivre dans la peur et un jour devenir le repas de cette bête. Ils sont ensuite entrés dans la forêt et ont construit un piège pour attirer la créature. Teoro et le personnage principal se sont rendus ensemble au repère de la bête, l'attirant et la ramenant vers le piège où de nombreux villageois étaient en embuscade. En chemin, la bête a frappé le personnage principal, mais il a bloqué le coup en utilisant l'éventail de fer que l'aîné du village lui avait donné. Ils ont ensuite atteint le piège et au moment où la bête a sauté, ont coupé les cordes pour que le piège s'effondre, submergeant la bête dans l'eau. Alors qu'elle essayait de sortir, ils se sont tous jetés ensemble et l'ont poignardée à plusieurs reprises. Finalement, le personnage principal a porté le coup de grâce, tuant la créature. Tout le groupe est ensuite retourné en toute sécurité au village et tout le monde s'est réjoui de ne plus avoir à vivre dans la peur. Le personnage principal a rendu l'éventail à l'aîné, mais elle a choisi de le lui rendre à la place. Cependant, à ce moment-là, Hiruru a réalisé que sa sœur avait disparu. Tout le village a cherché Hiruru et l'a finalement vu revenir de la forêt portant le petit de la bête tigrée. Les villageois craignaient que, une fois adulte, il ne soit aussi féroce que sa mère. Mais le personnage principal ne voulait plus de tuerie et croyait qu'à la naissance, toutes les créatures sont pures.
Il a décidé d'adopter le petit et cette nuit-là, tout le village a organisé une cérémonie pour faire ses adieux à la tigresse mère. L'aîné considérait maintenant le personnage principal comme faisant partie de la famille et lui a donné un nom, Akuru. Hiru a reconnu que c'était le nom de son père. Hiru est maintenant devenue plus ouverte et n'évitait plus Akuru. Après un certain temps passé dans le village, Akuru a enseigné à Teoro et aux villageois comment purifier la terre de la malchance. Soudain, ils ont été appelés à se rassembler à la maison de l'aîné car des gens d'un autre village étaient venus chercher refuge. L'aîné a ouvert son cœur et les a acceptés même si les réserves de nourriture du village n'étaient pas suffisantes pour soutenir autant de personnes. Elle croyait que la guerre approchait et qu'ils auraient besoin d'unité pour survivre. Cette nuit-là, Hiruru a dit à Akuru que sa grand-mère avait été emmenée par des hommes. Il est immédiatement parti à sa recherche, demandant à Hiruru de rester à la maison et de veiller sur Hiruru. Suivant les traces, il a été pris en embuscade par derrière par un assaillant, mais s'est rapidement échappé et a réalisé qu'il était encerclé. Juste au moment où les deux camps étaient sur le point de se battre, l'aîné est apparu pour les arrêter. Le jeune homme s'est présenté comme Obero, et quand Akuru a expliqué pourquoi il les avait poursuivis, l'aîné a révélé qu'elle rendait souvent visite à une jeune fille malade et n'avait pas voulu déranger Hiruru, alors elle avait gardé le secret. Elle a ensuite invité Akuru à l'accompagner et ensemble, ils ont suivi Obero jusqu'à un camp. Obero est resté méfiant envers Akuru, mais les aînés ont pris sa défense. Ils ont ensuite rencontré Yuzua, la jeune fille malade qui ne pouvait pas voir mais dont les autres sens étaient très aiguisés. Elle savait qu'Obero était revenu, a reconnu la visite des aînés et a senti Akuru suivre derrière. Après avoir examiné Yuzua, l'aîné a constaté qu'elle n'avait qu'une légère fièvre et a entraîné Obero dehors pour donner à Akuru et Yuzua une chance de parler. Yuzua voulait entendre l'histoire de Akuru, mais malheureusement, à cause de son amnésie, il ne pouvait pas lui en dire beaucoup. Les deux ont parlé agréablement pendant un certain temps jusqu'à ce qu'Olbaro entre pour faire dormir Yuzua et Akuru et l'aîné sont partis. Au moment où ils sont rentrés chez eux, il faisait déjà jour. L'aîné a expliqué à Hiruru pourquoi elle était sortie tard dans la nuit et Hiruru s'est senti rassuré de savoir que Akuru avait été avec sa grand-mère. Ce jour-là, le village a reçu de manière inattendue une grande quantité de nourriture, leur permettant de survivre un peu plus longtemps. Par une nuit pluvieuse peu après, les hommes d'Obero sont arrivés, demandant d'urgence la présence de l'aîné. Akuru l'a accompagné et en arrivant, ils ont trouvé Yuzua dans un état critique. Après l'avoir examiné, l'aîné a réalisé que l'état de Yuzua était grave et a immédiatement demandé les outils de broyage pour mélanger des médicaments. Elle a utilisé une partie de son précieux médicament mélangé à des herbes pour le donner à Yuzua, la stabilisant pour le moment. Cependant, l'aîné a averti que cette condition se reproduirait de nombreuses fois jusqu'à la mort de Yuzua et sa réserve du rare médicament n'était suffisante que pour aider Yuzua quelques fois de plus. Obero était en pleine angoisse, ne comprenant pas pourquoi le ciel devait être si cruel envers sa sœur. Peu de temps après, il s'est secrètement faufilé dans le camp de l'armée pour voler des provisions, mais a été rapidement découvert. Bien qu'il ait réussi à échapper aux soldats, il a été repéré par un commandant. Déterminé, Obero a tiré son épée pour se battre. Mais le commandant a remarqué qu'Obero semblait n'avoir jamais perdu de bataille auparavant, conservant une attitude imprudente et arrogante. Le commandant a permis à Obero de charger en avant, puis l'a abattu d'un seul coup. Obero voulait que le commandant l'achève, mais l'homme a refusé, disant que la vie d'Obero ne signifiait rien pour lui. Le commandant est ensuite parti et le lendemain matin, Hiruru et Akuru ont trouvé Obero inconscient dans la forêt. Après avoir pansé ses blessures, Obero a dit qu'il devait une dette à Akuru et a promis de la rembourser un jour. Akuru ne voulait aucun remboursement. Il souhaitait seulement qu'Obero retourne auprès d'Yuzua. Obero a dit qu'il devait à Akuru parce qu'il craignait que ses actions imprudentes n'entraînent Akuru dans des ennuis. Bien sûr, peu de temps après, les troupes gouvernementales ont marché vers le village avec Nuangi parmi elles. Il a annoncé que la nuit précédente, quelqu'un avait pénétré dans l'entrepôt du gouvernement et il soupçonnait le village d'abriter le voleur. L'aîné du village s'est avancé, les accusant d'aller trop loin. Le fonctionnaire du gouvernement devait également une faveur à l'aîné pour avoir guéri sa maladie une fois. Mais il a affirmé que sa gentillesse ne pouvait pas l'emporter sur les crimes de l'intrus. Hiruru a alors jeté une pierre sur Nuangi et le petit tigre a mordu la patte de la monture de l'homme, la faisant paniquer et désarçonner le fonctionnaire. Les soldats ont essayé d'attaquer Hiruru, mais l'aîné est intervenu pour les arrêter et a été frappé par une épée. Les villageois enragés ont forcé le fonctionnaire et ses troupes à battre en retraite. Les villageois se sont ensuite rassemblés à la maison de l'aîné, priant pour son rétablissement. Teoro et sa femme ont exhorté tout le monde à rentrer chez soi et à la laisser se reposer. Mais l'aîné savait que son heure était proche. Elle a donné ses derniers mots à ses deux petits-enfants, leur demandant de vivre en harmonie et de s'aimer, car ils n'avaient que l'un l'autre, une sœur et un frère.
Elle a ensuite appelé Akuro, lui confiant la garde de ses jeunes petits-enfants. Elle a dit qu'elle avait vécu assez longtemps et était prête pour son prochain voyage, n'ayant aucun regret ni attachement persistant dans cette vie. Après cela, elle est décédée paisiblement. Akuro est ensuite allé informer Obero de sa mort. Submergé par la rage et le chagrin, Obero s'est blâmé pour sa mort, mais a refusé de pardonner à celui qui l'avait tué. Il a demandé à Akuro de prendre soin de ses jeunes frères et sœurs, puis est parti seul. Obero a infiltré la résidence gouvernementale, abattant plusieurs gardes à la porte avant d'être submergé lorsque le fonctionnaire est apparu avec un groupe d'archers. Il fut maîtrisé et capturé immédiatement. Pendant ce temps, de retour au village, tout le monde s'est rassemblé et Teoro a déclaré que l'aîné avait tout confié à Akuro, faisant de lui le nouveau chef du village. Les frères et sœurs d'Oboro ont supplié de le secourir, disant que puisque l'aîné avait autrefois sauvé tout le monde, il ne pouvait pas rester les bras croisés et ne rien faire. Akuro a vu que tout le monde comprenait les risques mais a choisi de les suivre. Il leur a ordonné de s'armer d'outils agricoles et ensemble, ils ont pris d'assaut la résidence gouvernementale. En tant que nouveau chef, Akuro a personnellement mené la charge pour remonter le moral. Le commandant d'avant s'est de nouveau approché d'Obero, disant qu'il lui avait épargné la vie seulement pour qu'Obero revienne et la gâche. Il a parlé à Obero de la bataille à l'extérieur, se moquant que leur petite bande serait bientôt écrasée. Quand on lui a demandé pourquoi il ne vivait pas simplement tranquillement, Obero a répondu que vivre ainsi n'était pas vraiment vivre, cela les rendrait indignes de faire face à leurs proches. Intrigué par la conviction d'Obero, le commandant a décidé de voir comment ses paroles se concrétiseraient, laissant derrière lui une épée, coupant l'une des chaînes d'Oboro et le libérant avant de partir avec ses hommes. Avec le retour d'Oboro, les forces de Akuro se sont levées une fois de plus et se sont frayé un chemin jusqu'aux chambres des fonctionnaires. Acculé, le fonctionnaire n'avait nulle part où fuir et Nuanji a été choqué d'apprendre que l'aîné du village était décédé. Il s'est enfui en panique tandis que les soldats chargeaient pour être anéantis en un instant. Akuro a ensuite avancé et exécuté le fonctionnaire du gouvernement. Après cela, il a évalué les dégâts et s'est demandé si ce qu'ils avaient fait était vraiment juste. Il a ensuite demandé à Obero s'il se sentait mieux, seulement pour le frapper une fois, puisque ce sont les actions imprudentes d'Obero qui les avaient poussés sur cette voie. Peu de temps après, l'armée principale arriverait bientôt pour les écraser. Akuro s'est en partie blâmé aussi d'avoir laissé les choses dégénérer. Plus tard, il a de nouveau rencontré Hiru et s'est effondré devant elle, mais seulement pour se reposer et réfléchir davantage aux stratégies à long terme. Pendant ce temps, le commandant est retourné auprès du seigneur et a rapporté le soulèvement des villageois. Le seigneur lui a immédiatement ordonné de diriger une armée pour les écraser en représailles pour son jeune frère, celui que Akuro avait tué plus tôt. Le commandant n'eut d'autre choix que d'obéir. Pendant ce temps, Akuro fit construire des murs défensifs par les villageois pour se préparer à la bataille à venir. Eruru et Hiru vinrent aider. Mais pendant une pause, Akuro a dit aux deux sœurs qu'elles devraient rentrer bientôt, car cet endroit deviendrait bientôt un champ de bataille sanglant. Cependant, Hiroru l'avait déjà compris, alors les deux sœurs ont insisté pour rester. Akuro craignait de décevoir la défunte aînée, mais en vérité, si les sœurs partaient, la section logistique manquerait de personnel. Peu après, de manière inattendue, le groupe d'Oboro est arrivé au village pour s'abriter. Oboro a dit que Akuro lui avait sauvé la vie, alors il était prêt à donner cette vie à Akuro pour qu'il l'utilise comme il le souhaitait. Mais Akuro ne voulait pas d'un homme imprudent. Par conséquent, Obero a formellement accepté Akuro comme son frère aîné, et a juré de le servir de toutes ses forces à partir de ce moment-là. Cette nuit-là, Eruru et Hiruru sont allés voir Yuzua pour prendre soin d'elle au nom des aînés. Au même moment, Obero a dit à Akuro que la raison pour laquelle ils étaient tous venus était la décision de Yuzua. Elle avait fermement insisté pour venir aider quoi qu'il arrive. C'était la première fois que Yuzua faisait un choix égoïste pour elle-même, et elle s'était préparée à être chassée si elle devenait un fardeau. Mais Akuro ne ferait jamais cela. À ce moment-là, il écrivait des lettres aux villages voisins pour solliciter leur aide pour le soulèvement. Il ne se souciait pas des chiffres, il avait juste besoin que certains répondent. Quelques jours plus tard, les villageois ont commencé à s'entraîner à se battre et à utiliser des armes comme des soldats. Une nuit, alors qu'il marchait avec Hiru, Akuro a inopinément trouvé Hiru se faufilant près de l'entrepôt de nourriture. Elle refusa de laisser quiconque entrer, et quand Akuro regarda, il fut choqué de voir que le tigre avait grandi trop vite et avait dévoré une quantité énorme de nourriture. Mais il laissa faire car le tigre semblait très attaché à Hiruru, et il ne voulait pas le provoquer, risquant ainsi de dangereuses conséquences. Le lendemain, Akuro partit chercher du soutien auprès d'autres villages, emmenant avec lui Olbaro et ses deux jeunes sœurs. Alors qu'ils approchaient d'un nouveau village, les quatre aperçurent de la fumée s'élevant au loin devant eux. Ils allèrent vérifier et trouvèrent le village entièrement détruit et brûlé, ses habitants semblant tous morts. Immédiatement après, les forces du commandant apparurent. Il se présenta comme Binawi et admit qu'il était bien celui qui avait anéanti le village.
Binawi déclara que les actions d'Akiro mèneraient à la ruine et que c'était là son premier avertissement. Les deux camps s'affrontèrent alors. Oboro combattit les subordonnés de Banawe tandis que les deux jeunes filles attirèrent les soldats au loin pour qu'Akuro puisse affronter Banawe. Mais le groupe d'Akuro fut rapidement en infériorité numérique. À ce moment-là, Eoru et le tigre arrivèrent pour briser le siège. L'ennemi connaissait la puissance du dieu de la forêt. Alors Binawi se retira délibérément après avoir posé deux questions à Akiro. La première était de savoir si Akiro croyait vraiment que ses actions étaient justes. Akiro répondit que si l'enfer existait, c'était là qu'il devait se trouver. La seconde question était simplement de demander le nom d'Akiro. Alors que Binai partait, Akiro réalisa que le village détruit n'était pas l'œuvre de Binai et que leur escarmouche avait été un test plutôt qu'un combat sérieux. Cependant, la destruction de ce village servirait d'avertissement aux autres, les incitant à rejoindre Akuro dans leur quête d'espoir pour l'avenir. La raison pour laquelle Akuro ne se considérait pas comme juste était que son soulèvement avait commencé par le meurtre d'un être cher. S'il avait enduré et ne s'était pas rebellé, rien de tout cela ne serait arrivé. Oboro lui dit de ne plus jamais douter de ses propres idéaux de cette manière. Akuro remercia ensuite le tigre et Eruru d'être venus les sauver. Mais la prochaine fois, il voulait qu'Eruru l'attende à la maison. Pendant ce temps, Binawi était retourné faire son rapport au seigneur et apprit que le village où il venait de mettre les pieds avait été ordonné détruit par le seigneur lui-même, comme avertissement aux rebelles, et que celui qui avait personnellement perpétré le massacre était Nuangi. À cause de son échec, Binawi fut rétrogradé et Nuangi fut désigné pour prendre sa place. Quelques jours plus tard, Nuangi vint provoquer Kuru, le subordonné de Binawi, affirmant qu'un homme talentueux comme Kuru avait sa place sur le champ de bataille, et non à monter la garde ici. Nuangi lui promit un meilleur environnement, mais Kuru répondit qu'il ne servirait et ne suivrait que Binawi. À ce moment-là, Binai se demandait ce que Akuro faisait à présent. Il dit alors à Kuru de préparer des provisions afin qu'il puisse bientôt partir en mission. Du côté d'Akuro ces derniers jours, le nombre de personnes les rejoignant avait considérablement augmenté. Il n'avait qu'une seule condition, il devait absolument obéir à ses ordres, et bien sûr, tous acceptèrent. Ce jour-là, les villageois amenèrent soudain un homme suspect qu'Eruru avait attrapé alors qu'il tentait d'escalader le mur. Oboro pensa que c'était un espion, mais l'homme affirma qu'il n'était qu'un marchand essayant de vendre des marchandises à un ancien client. Il dit qu'il avait toujours fait des affaires dans la capitale, mais qu'aujourd'hui les gardes avaient changé. Akuro lui expliqua qu'il venait de prendre possession de cet endroit. Oboro le trouvait toujours suspect et voulait le tuer sur le champ. Mais l'homme dit que s'il ne croyait pas qu'il était un marchand, il pouvait le fouiller librement. Akuro voulut alors voir ce qu'il vendait et le marchand déballa ses marchandises. Parmi elles se trouvaient de nombreuses herbes qu'Iru reconnaissait parfaitement. Outre les herbes, il transportait aussi des jouets et des bijoux. Akuro lui dit que cet endroit deviendrait bientôt un champ de bataille. Mais le marchand n'y crut pas car tout autour semblait encore paisible et calme. Akuro dit alors à Eruru de préparer de la nourriture pour raccompagner l'invité. Alors qu'il escortait le marchand dehors, l'homme fit remarquer qu'Akuro était encore trop confiant. S'il avait vraiment été un espion, Akuro aurait déjà pu être mort. Mais quand Eruru vint le raccompagner, le marchand n'eut d'autre choix que de partir. Pendant ce temps, Binai avait été chargé de capturer et de garder un point stratégique. À ce moment-là, ils entendirent que quelqu'un s'était introduit, alors ils se séparèrent pour le poursuivre. Binai et Kiryu attrapèrent l'intrus, mais il s'avéra que c'était une personne innocente essayant d'échapper à la guerre. Alors ils le laissèrent partir. Binawi rencontra plus tard le marchand pour lui acheter des informations qu'il avait récemment obtenues. Du côté d'Akuro, ils identifièrent la forteresse que Binawi venait de prendre comme un endroit important pour recruter davantage de personnes. C'est alors que le fugitif y arriva pour demander l'aide d'Akiro. Après avoir appris que la forteresse avait été saisie, Akiro décida de la reprendre, partant le lendemain matin. Après une journée de marche cette nuit-là, Akiro ordonna à toute la force de tendre une embuscade à l'extérieur de la forteresse. Quand il vit les troupes ennemies s'épuiser, il donna le signal d'attaquer et mena lui-même la charge. Ses forces franchirent les murs, mais Binai organisa rapidement une contre-attaque. Oboro mena une unité pour prendre d'assaut l'intérieur et créer une ouverture pour l'équipe de brèche. Ils réussirent à entrer et Akiro rencontra Binai de manière inattendue. Oboro chargea en avant pour combattre Kiryu, tandis que Binai se précipita vers Akiro pour l'engager directement. Akiro remarqua bientôt que ses forces étaient repoussées et il fut lui-même mis à terre. Mais à ce moment critique, les deux jeunes sœurs d'Obero arrivèrent avec des renforts venant d'une autre direction. Encerclé, Binai ordonna à ses troupes d'abandonner le fort et de battre en retraite en bon ordre. Il ne s'était pas attendu à ce qu'Akuro divise ses forces sur deux fronts pour attaquer simultanément. Akuro fut loué pour cette tactique. Bien que ce fût une manœuvre risquée, si les renforts n'étaient pas arrivés à temps, ils auraient été perdus. Akuro était le genre d'homme qui ne combattait jamais à moins d'être certain de la victoire.
Quand ils revinrent avec leur triomphe, tout le monde se réjouit, sauf Eruru et Eruru qui se sentaient un peu tristes, car Akuro appartenait désormais à tous, et non plus seulement à elles deux. À ce moment-là, Binawi était réprimandé par le seigneur pour son échec, tandis que Nuangi venait de revenir après avoir détruit un autre village. Binawi était mécontent car l'endroit attaqué par Nuangi n'avait rien à voir avec les rebelles. Le seigneur affirma qu'il devait éliminer toutes les menaces potentielles qui pourraient aider la rébellion à se renforcer. Mais ce mépris pour le peuple enragea Binawi. Il décida de quitter le service du seigneur pour être aussitôt jeté en prison. Après cela, Aquaro mena continuellement son armée au combat et remporta des victoires dans toutes les régions de l'Est entourant leur base. Bien qu'ils aient gagné plus d'alliés, Oboro restait mécontent, car ces nouveaux alliés n'étaient que des opportunistes qui suivaient quiconque détenait le pouvoir, autrefois le seigneur et maintenant eux. Teoro cependant s'en moquait, affirmant que le plus important était d'avoir plus de troupes. Cette nuit-là, Hiruru trouva qu'Akawaro était encore éveillé et vint lui demander une faveur, passer un peu de temps à rendre visite à Yuzua. Aquaro alla ensuite voir Yuzua, et tandis que les deux parlaient et écoutaient les sons du ciel nocturne, Oboro arriva soudain pour rapporter que quelque chose s'était produit. Nuangi menait une fois de plus des troupes pour attaquer un autre village. Il avait ordonné à ses soldats de tuer tous les survivants pour empêcher toute future représaille. Bien que les soldats hésitassent, juste au moment où ils allaient frapper, l'armée d'Aquaro arriva pour les arrêter. Ils réprimèrent rapidement les troupes de Nuangi, les forçant à battre en retraite. Peu après, un autre groupe de soldats, organisé par Akuro, chargea par derrière, encerclant les forces de Nuangi. Ces hommes s'enfuirent, l'abandonnant derrière eux. Il fut rapidement capturé par les villageois et ramené en ville pour être jugé. Plus tard, Hiruru alla rencontrer Akuro et revit Nuangi. Tout le monde décida de laisser Hiruru déterminer le sort de Nuangi, s'il devait être exécuté ou emprisonné, mais elle choisit de le libérer. Personne ne pouvait revenir sur sa parole, alors ils suivirent sa décision et le laissèrent partir. Par la suite, l'armée d'Akuro continua d'avancer régulièrement, balayant et repoussant progressivement toutes les forces du seigneur. Finalement, ils encerclèrent la capitale, où la bataille finale allait se dérouler. Le jour de la marche, toute l'armée se rassembla autour de la capitale du seigneur. Quand le seigneur apprit que l'ennemi était arrivé, il resta calme, disant que tout devait être laissé à Nuangi. Cependant, comme Nuangi avait disparu depuis plusieurs jours, il n'eut d'autre choix que de laisser ses soldats s'en occuper eux-mêmes. Les troupes furent déployées à la hâte dans toute la ville, et cette défense mal organisée fut rapidement déjouée par Aquaro qui prépara une contre-stratégie. Il ordonna ensuite à l'avant-garde de charger et de dégager le chemin. L'armée avança, traversant les douves et installant des échelles pour escalader les murs. Immédiatement après, une autre escouade se précipita pour forcer l'ouverture de la porte. Une fois la porte ouverte, Aquaro ordonna à toute l'armée de prendre d'assaut. Ses forces commencèrent à submerger et à dominer les soldats ennemis. Pendant le chaos, Kuru en profita pour secourir Binawi. Cependant, au lieu de fuir, Binawi décida de livrer cette bataille en tant que commandant. Quand Aquaro et Oboro firent irruption, ils rencontrèrent Binawi et Kiryu. Oboro chargea en avant, mais Binawi bloqua son attaque et remarqua à quel point Oboro s'était amélioré. Alors que les soldats ennemis commençaient à arriver, Oboro partit s'en occuper. Binawi et Aquaro s'affrontèrent alors brièvement avant que l'armée d'Aquaro ne s'enfonce progressivement plus profondément dans la ville. Kiryu intervint alors pour couvrir Binawi, lui permettant de partir en premier. Binawi se précipita dans la chambre du seigneur et l'informa qu'il avait perdu la bataille. Après un moment de panique, le seigneur exigea de Bano qu'il l'aide à s'échapper. Mais Bano dit que seuls ceux qui pouvaient voler pouvaient fuir maintenant. Si le seigneur ne voulait pas être exécuté par le peuple, Banoé était prêt à l'envoyer devant dès cet instant. Pendant ce temps, Oboro se précipita rapidement et combattit à la place d'Aquano. À ce moment-là, Binai décida de prendre la vie du seigneur. Sans dire un mot, il l'abattit. Quand Aquaro arriva, le seigneur était déjà mort. Binawi dit à Akuro de prendre soin du pays à partir de maintenant et exprima son souhait de mourir aux côtés du seigneur. Cependant, Akuro l'arrêta, disant que puisque la nation avait changé de main, le devoir de Binawi n'était pas encore terminé. Binawi sortit ensuite avec Aquaru et annonça que le seigneur était mort. Sans plus aucune raison de combattre, les soldats restants déposèrent leurs armes. Ainsi, les deux camps se réconcilièrent, s'asseyant ensemble pour se reposer et partager un repas. Binai commença également à développer une vision plus favorable d'Aquaro. Pendant ce temps, à l'église, ils avaient reçu la nouvelle qu'une autre nation avait été vaincue et renversée. Quand le prêtre entendit le nom du nouveau pays, il fut grandement surpris. C'était le même que le nom de la femme aînée du village.
À ce moment-là, la sainte arriva pour informer le prêtre qu'elle visiterait personnellement ce pays nouvellement fondé. Le prêtre craignait que la terre ne soit encore instable après la guerre. Mais puisque la sainte avait déjà pris sa décision, il n'eut d'autre choix que d'acquiescer. Quelques jours plus tard, Akuro et son peuple décidèrent de rester dans la capitale, tandis que Teoro et les villageois choisirent de retourner dans leur patrie, croyant que l'endroit où ils étaient nés serait aussi celui où ils mourraient. Quelques jours après cela, Akuro commença à promouvoir la reconstruction de la capitale. Les tribus voisines vinrent bientôt lui rendre hommage. Peu de temps après, Eoruru découvrit l'arrivée d'un émissaire. Selon Binawi, c'étaient des émissaires d'une tribu de haut rang, un groupe comparable en taille à une église qui cherchait à établir des liens avec chaque nation. Bien qu'ils s'immiscent rarement dans les guerres, ils interviendraient si cela était jugé nécessaire. La sainte et ses accompagnateurs vinrent ensuite rencontrer Akahoro. La sainte se présenta comme Yoritori et l'homme à ses côtés comme Munto. Quand ils se rendirent dans la chambre privée d'Akahoro pour poursuivre la conversation, Hiruru apporta du thé pour servir les invités. Munto pensa d'abord que c'était un thé ordinaire, de basse qualité, et supposa qu'Akahoro manquait de respect. Mais en le goûtant et en le trouvant délicieux, il retira immédiatement ses paroles. Yoritori demanda à Akaharo de la guider personnellement dans la ville en reconstruction. Bien qu'Akaharo fût disposé, Binai insista pour qu'il reste à la résidence afin de gérer le travail administratif. Donc Hiruru servirait de guide à leur place. Yoritori observa que cette terre venait de sortir de la tyrannie et que les gens pouvaient enfin vivre en paix et reconstruire leur vie. Peu après, quelques enfants passèrent et arrachèrent des plumes des ailes de Munto avant de s'enfuir en courant. Pendant ce temps, Ekwaro était toujours enseveli sous sa fastidieuse pile de paperasse. Cette nuit-là, Yoritori visita la chambre d'Hiru et, réalisant qu'Hiru était médecin, partagea qu'elle-même avait autrefois voulu étudier la médecine pour sauver des vies. Cependant, en comprenant ses propres responsabilités, elle avait été contrainte d'abandonner ce rêve. Hiru, de son côté, expliqua qu'elle n'était pas devenue guérisseuse uniquement pour sauver les autres. Sa grand-mère avait autrefois été une doctoresse de village très aimée, et Hiru souhaitait lui ressembler. À peu près au même moment, Akuro sortit au bord du lac pour prendre l'air, où il vit une jeune fille aux ailes noires jouer près de l'eau. Quand il détourna le regard un instant, elle disparut soudainement. De retour dans sa chambre, Akuro découvrit que la même jeune fille était allongée endormie sur son lit. Surprise en se réveillant et en le voyant, elle utilisa un sort d'invisibilité pour se cacher. Mais comme le sort ne fonctionnait que brièvement, elle fut de nouveau découverte. Alors qu'elle fuyait, elle rencontra le tigre d'Eoru et paniqua, courant se cacher à l'intérieur d'un panier. Le tigre s'approcha et renversa le panier, mais Haruru arriva, rappelant son tigre et disant aussi qu'elle voulait dormir avec Akaharo. Yoritori apparut bientôt et trouva la jeune fille aux ailes noires, qui s'avéra être sa jeune sœur Kamio. Craignant que sa sœur n'ait causé des ennuis, Yoritori proposa d'assumer la responsabilité. Mais Akaharo ne lui en tint pas rigueur et accueillit même Kamio comme invité. Le lendemain, le travail d'Akaharo s'accumula encore plus. Oboro et Kiryu vinrent se disputer sur la manière de réorganiser l'armée, tandis que Kamio partit à la recherche d'Eoruru, espérant devenir son ami. Cependant, Eoruru continuait de fuir Kamio. Pourtant, Kamio refusa d'abandonner et continua de la suivre. Elle essaya d'être gentille et amicale, mais Haruru continuait de l'éviter. Quand Kamio rencontra Akwaru de nouveau, elle lui demanda comment se lier d'amitié avec Haruru. Il lui donna des conseils et lui demanda de ne dire à personne qu'il s'échappait du travail pour se détendre. Pendant ce temps, Binet retourna au bureau et découvrit qu'Akuro s'était éclipsé. Kamio apporta ensuite de la cire d'abeille et du miel à offrir à Haruru. Haruru voulut que Kamio mange avec elle. Bien que Kamio fût d'abord nerveuse, après avoir goûté à quel point c'était bon, elle réussit finalement à se lier d'amitié avec Eruru et aussi Yuzuya. À peu près à ce moment-là, Binawi rencontra Uboro et lui demanda des nouvelles d'Akuro, mais Uboro n'en avait aucune idée. C'est alors que Munto sortit de sa cachette. Il avait été ligoté par Kamio. Il leur demanda à tous deux s'ils avaient vu sa princesse. Mais Binawi remarqua Kamio, Eruru et Yuzuha jouant toutes ensemble dehors avec le tigre. Les trois passèrent toute la journée à jouer joyeusement ensemble avant de retourner dormir dans la même chambre cette nuit-là. À ce moment-là, Yoritori vint voir Ururu et lui dit qu'elle avait connu la grand-mère d'Ururu. Sa grand-mère était une figure légendaire, quelqu'un que tous les guérisseurs du domaine connaissaient. Bien que la mort soit censée ramener tous les êtres vivants aux dieux, cela reste une chose triste. Hiruru se sentit triste en parlant de sa grand-mère, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester attachée à cette tristesse éternellement, car sa grand-mère n'aurait sûrement pas voulu qu'elle le fasse.
Le lendemain, quand Aquaro alla nourrir le tigre, il trouva les 3 jeunes filles toutes endormies sur lui. Il espéra silencieusement que ces jours paisibles pourraient durer éternellement. Après plusieurs jours, Yuritori et son entourage partirent, satisfaits que la vie dans cette terre ait changé pour le mieux. Kamu était réticente à partir mais promit qu'elle reviendrait bientôt rendre visite à Eiru et Yuzua. Dans les jours suivants, une autre délégation arriva pour rencontrer Aquaro. Contrairement aux émissaires amicaux de l'église, ceux-ci portaient un décret impérial du seigneur de la région de Shikri, le roi Niwol, exigeant que la terre qu'Aquaro avait conquise soit placée sous leur juridiction. Il était clair que leur intention était d'annexer le territoire, ce qui poussa Obero à saisir immédiatement son arme, mais Akawaro l'arrêta. Restant calme et poli, il exprima une apparente volonté de se soumettre tout en invitant les émissaires à rester quelques jours pendant que lui et son conseil discutèrent de la question. Quelques jours plus tard, ils escortèrent la délégation Sheikari hors de la capitale. Olbaro était furieux de leur arrogance, mais Banawe expliqua que Shikri était une nation puissante, son armée et son territoire étant au moins 10 fois plus grands que les leurs. Cependant, Aquaro ne montra aucune hésitation. Il chargea Banawe de commencer à fortifier les défenses frontalières. Quand la délégation revint et fit son rapport à Niue, ils se moquèrent d'Aquaro, le qualifiant de seigneur lâche, trop effrayé pour les défier. Un homme qui avait même organisé un banquet pour leurs émissaires. Pourtant, Niwa décela immédiatement le stratagème d'Akuro. Il réalisa qu'Akuro les considérait simplement comme une troupe de singes savants et qu'il n'avait aucune utilité pour un tel homme. Il ordonna à ses forces de se préparer au combat. Cette nuit-là même, l'armée de Shikri lança sa première attaque. Kiryu se hâta de revenir pour livrer le rapport. La forteresse d'Opak avait été attaquée et était tombée. Un conseil de guerre fut rapidement convoqué. Aquaro ordonna aux troupes frontalières stationnées à Kinoan et Shishimaru de se regrouper à la forteresse de Aohoro sous la direction de Binawe. Son ordre était simple, tenir 3 jours pour donner à Aquaro le temps de se préparer. Quant à Oboro, Aquaro lui confia une mission confidentielle. Cet après-midi-là, Akuro assigna plusieurs tâches aux marchands avant de le renvoyer. Ensuite, Hiroru vint le voir. Elle savait qu'il se préparait à la guerre et avait entendu dire qu'Akuro travaillait sur une médecine interdite. Elle lui dit que sa grand-mère avait autrefois interdit la création de cette drogue, car elle pouvait apporter la catastrophe. Cependant, Aquaro lui demanda de lui faire confiance et d'attendre que son plan se déroule. Le lendemain, l'armée de Shikri atteignit l'une des forteresses, mais les troupes d'Aquaro s'étaient retirées depuis longtemps. Ahaoro Binawi ordonna à ses hommes de rassembler arcs, flèches et grosses pierres sur les murs de la forteresse. Peu de temps après, Aquaro commença à marcher vers le champ de bataille, interdisant cette fois à Eoruru de l'accompagner. Cette nuit-là, l'armée de Shikri arriva et encercla la forteresse de Binoe. Ils commencèrent leur assaut, mais Binoe ordonna à ses hommes de tirer des volées de flèches et de laisser tomber de lourdes pierres, empêchant tout soldat ennemi d'escalader les murs. Quant à Oboro, sous les ordres d'Haruko, il infiltra le camp ennemi et plaça quelque chose à l'intérieur de leur entrepôt de nourriture. Akuro observa de loin et à ce moment-là, il remarqua qu'Hiruru l'avait suivi. Elle dit qu'elle avait un mauvais pressentiment et lui demanda directement quelles étaient ses véritables intentions. Il expliqua que les humains ont besoin de nourriture et d'eau pour survivre et sans elle, ils ne peuvent pas vivre. La chose interdite qu'il mentionna faisait référence à des explosifs. Juste au moment où il finit de parler, l'entrepôt de nourriture de l'ennemi explosa. C'était la réponse à la question d'Eruru sur ce qu'était la chose interdite. Akuro avait utilisé une substance mystérieuse, la combinant avec une autre pour créer un pouvoir destructeur terrifiant. Une flamme massive jaillit de l'entrepôt, une tactique cruelle mais efficace. Akawaro admit qu'il ne voulait pas que les sœurs soient témoins d'une telle scène, mais les circonstances ne le permettaient pas autrement. Quand l'ennemi tenta de sauver ses provisions, les forces d'Akawaro lancèrent une embuscade et remportèrent une victoire complète. Cependant, ce que Aquaro n'avait pas anticipé, c'est que Nil en personne ferait son apparition sur le champ de bataille. Nil a totalement dominé Aquaro, mais les flammes déchaînées ont interrompu leur affrontement. Mima déclara que ce n'était qu'une simple salutation et qu'il se reverrait, puis elle se retira. Pendant ce temps, l'unité de Binawa battit également en retraite après avoir reçu le signal. Par un jour de tempête, Oboro et Kuro furent dépêchés sur la côte pour enquêter sur un rapport de naufrage. Cependant, à leur arrivée, ils découvrirent de nombreux soldats massacrés et au milieu d'eux se tenait une femme aux bras tachés de sang. Elle perdit rapidement connaissance et les 2 hommes la ramenèrent avec eux. Akuro apprit que le navire naufragé était le Natankyu, originaire d'une terre du sud portant le même nom. Selon Binawi, c'était un navire négrier et la femme qu'ils avaient secourue était l'une de ses prisonnières. Oboro l'emprisonna, jugeant anormal qu'une seule personne ait pu tuer un bataillon entier à elle seule. Cependant, la femme s'était échappée depuis longtemps et apparut devant Aquado.
Elle se présenta comme Karura et au lieu de la traiter avec hostilité comme Oboro et Kiro, Aquaro l'invita à rester et demanda à Hiruru de soigner ses blessures, affirmant qu'il déciderait plus tard de son sort. Après la réunion, Binawi demanda si Aquaro avait l'intention de garder Karura. Il craignait que Natunku ne l'utilise comme prétexte pour attaquer, mais Akuro était plus préoccupé par Shikri à ce moment-là. Peu de temps après, Hiruru et Uboro se disputèrent de nouveau. Elle voulait accorder la liberté à Karwa, tandis qu'il la soupçonnait d'être une espionne. Après les avoir entendus se quereller, Akuro accepta de libérer Karura, mais uniquement dans les limites de la ville. Binai et Oboro pensaient qu'il était trop indulgent avec Hiruru. Plus tard, Karura rencontra Hiruru qui était curieuse de son bracelet. Au lieu de révéler qu'il s'agissait d'une chaîne d'esclaves, Karura affirma que c'était un simple bijou. Elle confectionna même un bracelet de fleurs pour Hiruru, ravissant la petite fille. Hiruru proposa de préparer un lit pour Karura, mais celle-ci refusa, expliquant qu'elle était habituée à dormir dans des cellules. Sa seule demande fut du vin qu'elle but en grande quantité. Les jours suivants, Karura se promenait souvent en ville, tandis que Kuro s'ennuyait, car les soldats n'étaient pas assez forts pour être ses adversaires. Quand il aperçut Karura, il la défia en combat, mais elle l'ignora. Pendant ce temps, à l'intérieur de la résidence, Yutori vint voir Akawaro et lui proposa de devenir Sayamoru. À ce moment-là, Hiruru conduisit également Karura à la réunion, et en se voyant, Karura et Yutori réagirent comme de vieilles amies retrouvées. Les deux s'assirent ensuite et burent ensemble. Akawaro discuta avec tout le monde de la question de savoir si Karura devait rejoindre l'armée. Il pensait que puisque Shikri les surveillait, ils devaient renforcer leurs forces. Le Yomuro s'occuperait de la diplomatie et à l'exception d'Oboro, tout le monde accepta d'accueillir Karura. Elle apparut alors et se porta volontaire, suggérant que s'il voulait tester sa force, il pouvait la combattre. Oboro et Kuro se portèrent volontaires avec enthousiasme, mais Binai déclara qu'il prendrait le match à la place. Les deux sortirent pour se battre en duel, et une fois la bataille engagée, Karura déploya une puissance écrasante. Sa vitesse et sa force étaient exceptionnelles. Cependant, aucune de ses épées ne put résister à sa puissance et se brisa chaque fois qu'elle s'entrechoquait avec l'arme de Binawe. À la troisième épée, qui vola également en éclats, le match fut annulé. Peu de temps après, un marchand arriva avec une arme gigantesque que Karura avait commandée. Elle était extrêmement lourde et seule elle pouvait la soulever. Elle la balança une fois et brisa un énorme rocher. Après cela, personne n'eut plus rien à lui reprocher. Au même moment, Yutori était revenue après avoir rendu visite à d'autres seigneurs. Elle rapporta des informations selon lesquelles ils étaient disposés à assister à la cérémonie pour signer un accord d'alliance à long terme. Pour se prémunir contre Niwi, ils avaient besoin du soutien des nations environnantes. Avec leur aide, Shikri n'oserait pas faire de mouvements imprudents pour le moment, leur donnant ainsi plus de temps pour se préparer. Peu de temps après, tous les seigneurs arrivèrent. Yutori lut le serment devant tout le monde, après quoi chacun s'avança pour sceller l'accord. Juste à ce moment-là, une agitation éclata dehors. C'était l'oncle Teoro qui se précipitait. Il dit que leur village avait été attaqué et que les forces ennemies inondèrent la ville. Akuru soupçonnait Shikri, mais l'oncle n'en était pas certain. Akuru ordonna immédiatement à tout le monde de se préparer. Il s'enquit des villageois et Teoro répondit qu'ils avaient déjà évacué, le pressant de se dépêcher. Tout le monde partit alors au combat, tandis que l'oncle Teoro rentra se reposer, épuisé. Dehors, Aquaro entendit des bruits assourdissants. Il ordonna d'ouvrir les portes, permettant à l'ennemi de s'engouffrer. Tandis qu'ils avançaient, des pieux en bois dissimulés sous le sol se dressèrent, faisant trébucher les soldats et les faisant tomber en avant. Les deux jeunes frères et sœurs d'Obero ordonnèrent aux archers de les abattre un par un. Pendant ce temps, à l'intérieur, le sang commença à couler du corps de Chioro. Il ne semblait plus avoir beaucoup de temps à vivre. À ce moment-là, sa femme et les villageois arrivèrent pour l'emmener. En les voyant, il sourit faiblement et confia tout à Aquaro. Dehors, Aquaro fut stupéfait de voir les ennemis chargés comme des fous, jetant leur vie sans hésitation. Quand il ne resta que le dernier soldat, il sourit et dit que ce n'était pas encore fini. Leur tuerie n'avait aucun but, juste pour le divertissement. Ce soir-là, tout le monde se rassembla autour du corps de Teoro. Hiruru, ignorant sa mort, continuait d'essayer de le réveiller. Puis Kuro revint de sa reconnaissance du village et rapporta que tout le village d'Hiruru avait été massacré. Ni Hiruru ni Haruru ne purent l'accepter. La jeune sœur lutta violemment, incapable d'affronter la vérité, forçant Hiruru à la calmer. Aquaro fit de même pour Hiruru afin de l'aider à se reposer. Plus tard, il réunit tout le monde pour une réunion. D'après leurs vêtements, Binoue identifia les assaillants comme des guerriers de Kukakeka. Oboro voulut riposter immédiatement, mais Akuru lui dit de se calmer. Il n'y avait pas encore assez de preuves, et il devait enquêter davantage. Cette nuit-là, alors qu'il était plongé dans ses pensées, Carrera vint l'inviter à boire un verre.
Aquaro ne parvenait toujours pas à comprendre pourquoi ses soldats ne battaient jamais en retraite et se précipitaient simplement vers la mort. Carrera expliqua doucement qu'ils étaient déjà morts, qu'ils avaient accepté la mort dès le début, donc ils ne craignaient rien. Ce que Akuro devrait se demander, dit-elle, c'était ce qu'il avait fait pour les rendre si désireux de mourir pour le tuer. Naturellement, il n'avait aucune réponse car il avait perdu tous ses souvenirs. Il ne savait même pas qui il était vraiment. Le lendemain, Yutori rapporta que l'attaque de la nuit précédente avait effrayé les seigneurs, les faisant tous se retirer de l'alliance. Aquaro soupçonnait que tout avait été orchestré depuis le début, puis des nouvelles arrivèrent de l'envoyé que Aquaro avait dépêché à Kukakeka. Ils avaient tous été massacrés, ne laissant qu'un seul survivant pour délivrer le message avant de mourir à son tour. Cet incident poussa Aquaro à bout et il ordonna à l'armée de se préparer. La campagne commença peu après avec l'armée entière mobilisée. Cependant, durant la marche, ils furent pris en embuscade et encerclés de toutes parts par les forces de Kukakeka. Binawi ordonna immédiatement une formation défensive. Pourtant, d'après les paroles du commandant ennemi, Akuro sentit que quelque chose n'allait pas. Ils le traitèrent de démon et de traître. Une bataille féroce éclata entre les deux camps. Mais avec l'arrivée de Karura et de sa terrifiante grande lame, les soldats Kukukeka vacillèrent. L'un de leurs généraux, Taoko, reconnut la force écrasante de Karura et ordonna la retraite. Même après leur repli, Akuro ne put se défaire de ses doutes quant à la véracité de leurs paroles. Plus tard, à leur retour, tout le monde conseilla à Akuro de se reposer. Tous, sauf lui, avaient leurs propres soucis en tête, tandis qu'il sombrait dans un rêve. Des ombres sombres l'entouraient, et ce même général apparut de nouveau, le traitant de démon de beau-frère traître. Au moment où l'homme balança son arme vers lui, Akawaro se réveilla. Hiroru resta à ses côtés pour prendre soin de lui. Bien qu'il fût toujours troublé par sa véritable identité, elle le rassura en disant que tout irait bien car il était désormais le seigneur de tous. Pendant ce temps, Oboro, toujours brûlant du désir de venger le village d'Eruru, mena secrètement ses troupes pour traquer l'armée Kuka. Ils rencontrèrent bientôt Talco. Puisqu'il n'y avait qu'un seul ennemi, Oboro déclara qu'il s'en occuperait lui-même. Cependant, l'adversaire était bien trop fort et l'a complètement submergé. Toko ne l'acheva pas. Au lieu de cela, elle parla d'être du côté de la justice et que ceux qui suivaient le démon Akawaro ne pourraient jamais la toucher avant de partir. De retour blessé et humilié, Oboro fut raillé par Kiro. Cependant, Kiro rapporta également qu'il avait trouvé le camp ennemi. Pourtant, au moment où ils y arrivèrent, l'ennemi s'était déjà retiré. Binawi expliqua que l'armée Kuka excellait en mobilité, utilisant des tactiques rapides et décisives. La deuxième préoccupation majeure était Taoko. Elle appartenait à la tribu Even Kurga, un petit groupe ethnique des plaines centrales, réputé pour ses épéistes légendaires qui sacrifiaient leur vie pour protéger ce qu'ils croyaient être la justice. Cela semblait lié d'une manière ou d'une autre au souvenir perdu de Akawaro. Avec Taoko parmi l'ennemi, la victoire serait difficile. Quand Haruru apporta le thé, tout le monde s'assit un instant avant de retourner au conseil de guerre. Kaka était une région de prairies ouverte, mais un ravin divisait la terre en deux parties. Le traverser prendrait un temps considérable. Selon les renseignements, l'ennemi disparaissait toujours autour de ce point, suggérant qu'il pourrait y avoir un pont caché. Tandis que tout le monde s'épuisait à chercher, Eruru en désigna l'emplacement. Il s'avéra qu'elle et Kamyu avaient secrètement suivi la trace de l'ennemi. Cela inquiéta tout le monde, mais Eruru s'excusa et donna une fleur à Hakuro, donc personne ne la réprimanda. Une fois l'emplacement du pont confirmé, ils commencèrent à marcher le lendemain. Ils le trouvèrent rapidement grâce à Eoruru et au tigre. Cependant, Taoko avait déjà anticipé cela et tendu une embuscade. Avant que la bataille ne commence, elle déclara que quiconque servait le démon était une bête, enrageant Oboro et Kuro qui chargèrent et anéantirent les soldats Kuka jusqu'à ce qu'il ne reste que Taoko. Akawaro s'avança et demanda pourquoi elle le traitait de démon, mais elle ignora la question disant seulement qu'il avait massacré d'innombrables vies et commis un péché impardonnable. Quand elle chargea, Karura s'interposa pour l'affronter. Brandissant sa lame massive, Karura repoussa sans effort Taoko jusqu'au milieu du pont, puis porta un coup puissant qui le brisa. La bataille terminée, tout le monde rentra. Pourtant, cette nuit-là, Akuharo était toujours hanté par les paroles de Toko. Hiruru vint le voir. Ils partagèrent des boissons et parlèrent. Akuharo craignait que peut-être il fût vraiment le meurtrier qui avait tué sa propre femme et son enfant, que ce que Toko disait était peut-être vrai. Mais Hiruru le rassura. Elle croyait en son innocence et quoi qu'il arrive, elle le soutiendrait. Pendant ce temps, le peuple commençait à se sentir mal à l'aise, pensant que puisque Toko et les guerriers Kuko se battaient pour la justice, peut-être Akawaro était-il vraiment un démon.
Il continua de gérer les affaires politiques et d'écouter les rapports militaires de Binai, tandis qu'Hiruru s'inquiétait de plus en plus en le voyant boire davantage chaque jour. Il avait peur de lui-même, peur de qui il était vraiment. Ses mains tremblèrent de manière incontrôlable, mais une douce étreinte d'Hiruru derrière lui apaisa ses craintes. Elle lui dit qu'elle croirait toujours en lui, que peu importe qui il était, il serait toujours Akuro. Le lendemain, Akuro mit de côté ses devoirs pour passer du temps avec Hiru et Eoru. Il lui demanda pourquoi elle le soutenait toujours autant, et elle répondit que c'était parce qu'ils étaient une famille. À ce moment-là, le tigre et Haruru bondirent joyeusement sur Akuro et il se joignit à leur rire. En voyant son sourire éclatant, Haruru se sentit enfin apaisé, mais la paix ne dura pas longtemps. La nouvelle arriva que l'armée Kuka se préparait à attaquer. Akuro retourna immédiatement au commandement et ordonna à tout le monde de se préparer. Ce serait la bataille finale. Cependant, il ne convoqua pas toutes les troupes au front. Il ordonna à Haruru et au tigre de rester en arrière pour garder la forteresse, tandis que le reste marchait avec lui. Peu après, les deux camps se rencontrèrent sur le champ de bataille. Sans hésitation, Akuro donna le signal d'attaque et l'ennemi, sans peur, chargea également. Les deux camps s'affrontèrent rapidement. Toko et le général chargèrent les forces de Akuro à sa recherche pour se venger. Une fois qu'ils l'eurent repéré, tous deux se précipitèrent. Mais Kuro intercepta rapidement Toko. Il avait attendu ce jour depuis longtemps. Pendant ce temps, le général continua de charger droit vers Akuro. Voyant cela, Akuro se retira pour l'attirer. Toko réalisa que c'était un piège et tenta de suivre, mais Kawada et Oboro lui barrèrent le chemin. C'était le plan de Benawa pour donner à Akuro et au général une chance de parler en privé. Encerclée, Toko fut contrainte à une posture défensive. Cependant, elle n'était pas du genre à abandonner facilement. Profitant de l'inattention momentanée d'Oboro, elle accéléra soudainement et s'échappa. Quand Karu fut frappé, Toko bondit rapidement en l'air pour esquiver. Après cela, ils décidèrent de la laisser partir. Pendant ce temps, Aquara tentait de parler au général de son identité, mais l'homme refusa d'écouter et continua d'attaquer. Cela força Akuro à le faire tomber de sa monture pour le faire parler. Apprenant que Akuro ne se souvenait de rien, le général éclata de rire, disant que même s'il avait oublié, il ne pourrait jamais effacer ses péchés. Ses mains tachées de sang en étaient la preuve. Un homme qui a assassiné sa femme et son enfant. Que pourrait-il être d'autre qu'un tueur, dit-il. Akuro regarda ses propres mains tandis que d'étranges souvenirs commençaient à affluer dans son esprit. Une aura sombre enveloppa alors son corps, terrifiant le général. Mais avant que Aquaro ne puisse faire quoi que ce soit, le général fut assassiné par Niwa. Le véritable cerveau derrière tout cela était désormais évident. Après avoir semé davantage de haine en Aquaro, Niwa s'en alla. Toko arriva juste à temps pour tout voir, réalisant qu'elle avait été manipulée comme une marionnette depuis le début. Après la bataille, tout le monde rentra. Bien que techniquement une victoire, personne ne se sentait heureux. Pendant ce temps, l'armée de Niwa avançait pour les attaquer. Tout au long des batailles suivantes, les forces de Shakriepsim pillèrent et massacrèrent continuellement des villages sur le territoire de Hakuaro. Et c'était toujours Oboro qui menait les troupes pour les intercepter. Binawi rapporta que bien qu'ils aient remporté de nombreuses escarmouches, l'armée avait maintenant établi son camp juste à la frontière, et des dizaines de villages avaient déjà été détruits. Furieux, Albero insista bruyamment pour qu'ils envahissent son Shakriepsham afin de venger les villages dévastés et les innombrables vies innocentes perdues. Il croyait que c'était la seule façon de rendre la cruauté de l'ennemi au centuple. Cependant, Ekwaro resta calme et prudent, prenant une décision complètement opposée, se concentrer uniquement sur la défense, renforçant les patrouilles le long de la frontière. Cela suscita une opposition intense d'Olbero, qui ne pouvait comprendre pourquoi Akuro choisirait une voie si lâche. Mais la décision de Akuro était finale et immuable. À ce moment-là, Yutori interrompit, amenant Taoko avec elle. Taoko s'était préparée à l'exécution, croyant que sa mort pourrait expier les péchés qu'elle avait involontairement causés, même si tout cela n'avait été qu'un tragique malentendu. Pourtant, Aquaro lui offrit une autre manière d'expier. Au lieu de lui ôter la vie, il lui rendit un bien précieux et lui confia la mission de ramener le corps du roi Orokakin, le souverain qu'elle avait autrefois servi dans sa patrie. Akuro expliqua que le roi Orokakin n'était pas un ennemi, mais simplement une victime malheureuse trompée par un esprit maléfique, qui était la véritable source de tout le mal. La compassion de Aquaro émut profondément Toko, lui faisant sentir qu'elle lui devait une immense dette de gratitude. Mais juste au moment où leur conversation se terminait, un message urgent arriva. L'armée de Shakriepsham avait de nouveau franchi la frontière pour poursuivre son invasion. Akawaro et ses commandants, y compris Albaro et Kuro, partirent immédiatement au combat, laissant Toko derrière pour accomplir sa mission.
Sur les lignes de front, les forces arrogantes de Sheikh Ripshim avancèrent vers un village qu'elles avaient l'intention de raser, ignorant qu'elles marchaient droit dans un piège. Les troupes Tuscarou sous le commandement d'Obero avaient tendu une embuscade et lancé une attaque coordonnée avec les unités bleues et rouges tirant des volées de flèches à l'unisson, créant une pluie mortelle de morts. Juste après avoir repoussé cette attaque, un autre rapport arriva, cette fois de la frontière occidentale. Sheikh Ripshan lançait un assaut en tenaille à grande échelle. Sur le front occidental, les forces Tuscarou étaient de nouveau en infériorité numérique. Mais ils furent témoins de la puissance terrifiante d'une guerrière solitaire, Karura, qui à elle seule sema la panique parmi les troupes de Sheikh Ripshan et les força à battre en retraite. À la base ennemie, le véritable cerveau, Niwa, rencontra un commandant samouraï de Kukakeka qui voulait rejoindre ses rangs. Au lieu de l'accueillir, Niwa ordonna que l'homme soit emmené dans un lieu secret où un scientifique menait des expériences macabres, récoltant des matériaux sur des prisonniers. Niwa devint impatient et exprima une fascination particulière pour Hakuro, semblant attendre de voir la véritable forme de Hakuro. La guerre s'éternisait, les attaques de Sheikh Ripsham s'intensifiaient et le conflit se transforma en une guerre d'usure calculée. Hakuro reconnut la stratégie de l'ennemi. De petits engagements répétés destinés à épuiser la force physique et le moral de Tuscarou, les incitant à une attaque désespérée et totale. De nouveau, Olbaro exigea une contre-attaque, mais Hakuro refusa fermement, expliquant qu'avec une force ennemie 10 fois supérieure, un affrontement direct serait un suicide. Il révéla qu'il n'y avait qu'une seule façon de gagner, un plan secret qu'il ne pouvait pas encore divulguer de peur que l'ennemi ne l'apprenne, et demanda à tous de lui faire confiance. Après le conseil, Hakuro se confia à Yororo sur les fardeaux et les doutes qui l'écrasaient. Il ne voulait que protéger ceux qu'il aimait. Pourtant, la guerre sans fin poussait la nation vers une catastrophe encore plus grande. Il se sentait perdu et ne savait pas où il allait. Yororo le stabilisa avec une foi absolue, promettant de croire en lui quoi qu'il arrive. Ses paroles devinrent un vaste puits de force mentale pour Hakuro. Sur le champ de bataille, les tactiques astucieuses de Hakuro continuaient de porter leurs fruits. Ils attirèrent les troupes ennemies dans des marais qu'ils avaient préparés, leur infligeant de lourdes pertes. Pourtant, chaque victoire semblait incomplète. Bien qu'ils gagnent des batailles, ils perdaient la guerre. L'épuisement et l'attrition se lisaient sur le visage de chaque soldat. Niwa, en revanche, était ravi, convaincu que Akiro se coinçait lui-même et ordonna des attaques incessantes pour les anéantir. Les horreurs de la guerre se manifestaient clairement parmi les troupes Tuscarou. Épuisement, perte croissante, médicaments en baisse, même Eoru s'effondra de fatigue. Finalement, le moment décisif arriva. Niwa ordonna un assaut à grande échelle avec un seul commandement, tout brûler et tuer tout le monde. Face à cela, Hakuro révéla son plan, un pari audacieux et risqué, attirer toute l'armée de Sheikh Ripsham sur le territoire de Tuscarou, vider complètement leur pays, puis dépêcher une force d'élite Tuscarou pour frapper le château de Sheikh Ripshan et s'emparer de la tête de Niwa. Une erreur de calcul se produisit lorsque les unités ennemies avancèrent à des vitesses inégales, perturbant le plan initial. Mais Hakuro s'adapta immédiatement. Il envoya Binawi avec la cavalerie contourner l'ouest pour couper les lignes d'approvisionnement ennemies, tandis que lui, Oboro, Kiryu et Kaworu affrontèrent les forces qui déferlaient à travers la frontière. Il mobilisa même les hommes blessés qui pouvaient encore se déplacer pour cette bataille de vie ou de mort. Les combats furent brutaux et Hakuro lui-même fut blessé au combat. Mais au moment même où il tombait en péril, Toko apparut soudainement. Elle était revenue pour rembourser sa dette envers Akawaro, suivant la coutume sacrée Evankulga de rendre l'honneur par l'honneur. Son arrivée marqua un tournant dans la guerre. Elle démasqua Niwa comme le trompeur qui avait manipulé le roi Orakakan, ébranlant le moral d'une partie de l'armée ennemie. Au milieu du chaos de la bataille, une tragédie personnelle frappa quand Eruru tenta de sauver une mère mourante et son enfant. Mais la femme n'a pas survécu, laissant derrière elle un souvenir déchirant du prix cruel de la guerre. Après la bataille, les forces Sheikh Ripsham se sont temporairement retirées, mais Tuscarou avait subi des pertes dévastatrices. La moitié de l'unité d'Oboro fut anéantie et d'innombrables villages gisaient en cendres. Sachant que l'ennemi reviendrait bientôt en pleine force, Aquaro réalisa qu'il n'avait d'autre choix que de mener à bien son plan initial. Il décida de diriger personnellement une force d'élite, Kahara et Toko, ses deux plus puissants guerriers, en marche vers le château ennemi. Pendant que Binawi, Oboro et Kiryu restaient en arrière pour commander la ligne défensive principale. Ce serait une course contre la montre, le pari ultime, le destin d'une nation entière reposant sur la capacité d'Akawaro à tuer Niue avant que tous ne soient massacrés. Une fois les morts enterrés, Akawaro et sa petite mais résolue force partirent pour ce qui était presque une mission suicidaire afin de mettre fin à ce cauchemar sanglant. En chemin, Binawi et ses camarades atteignirent la frontière nationale, mais un épais brouillard recouvrait la terre, rendant impossible de localiser l'ennemi.
Cependant, Eharu, avec ses sens aiguisés, sentit leur présence et avertit qu'ils étaient très proches. Alors que la brume se dissipait lentement, une vision à couper le souffle apparut. Une immense armée Shikri-Psham, forte d'au moins 50 000 hommes, s'étendant jusqu'à l'horizon et faisant face aux forces de Binawi. Assumant le rôle crucial de tenir la ligne et d'attirer l'attention de l'ennemi, Binawi comprit parfaitement l'enjeu. Son devoir était de tenir à tout prix, de gagner du temps et de ne jamais charger imprudemment car cela signifierait une annihilation instantanée. Pendant ce temps, au plus profond du territoire Shikri-Psham, Aquaro, accompagné d'Aruru, Koroda et Taoko, commença l'infiltration du château ennemi. Avec Taoko en tête, elle élimina rapidement et silencieusement les gardes, ouvrant la voie à l'équipe. Peu après, Karura rejoignit la mêlée, déployant sa puissance écrasante. Alors qu'ils avançaient plus loin à l'intérieur, un trio de généraux ennemis apparut. 3 hommes qui se disaient frères, déclarant qu'ils prendraient la tête d'Akawaro et commenceraient un festin de carnage. Karura choisit de rester en arrière pour les affronter tous les 3 seuls, exhortant Akawaro et les autres à avancer, promettant qu'elle s'occuperait elle-même de ces insectes, ne laissant à Akawaro qu'une excuse pour l'avoir chargée de cette tâche. Cependant, il sembla que 2 des frères décidèrent de poursuivre le groupe d'Akawaro, ne laissant qu'Amuro pour combattre Karura. Mais elle les intercepta rapidement, refusant de laisser quiconque passer. Ils se vantèrent que leur vraie force n'émergeait que lorsque les 3 combattaient ensemble. Pourtant, même face à Karura de front, ils restaient arrogamment confiants. Affrontant 2 d'entre eux à la fois, Karura fit preuve d'un calme et d'une ruse étonnants. Quand ils l'avertirent et qu'elle ne pouvait pas gagner en fuyant, elle transforma leurs mots en armes, feignant de s'enfuir. Elle en trompa un pour qu'il baisse sa garde, puis déchaîna une frappe dévastatrice, toute sa force concentrée sur une seule cible, le tuant instantanément. Les 2 restants, stupéfaits par sa puissance, ne purent que la traiter de monstre avant d'être consumés par la fureur de Karura. Pendant ce temps, Aquaro et Eruru atteignirent enfin la salle du trône, mais ce qui les y attendait était loin d'être une bataille ordinaire. Niwa, le cerveau derrière tout, apparut avec un sourire tordu et libéra ses animaux de compagnie, les meilleurs guerriers des nations qu'il avait conquises, désormais transformés en monstres sans âme, animés uniquement par la soif de sang et l'obéissance. Niwa expliqua qu'il avait simplement éveillé le sang bestial en eux, mais qu'aucun d'entre eux ne pouvait vraiment le satisfaire. Il croyait qu'ils n'étaient que des outils pour éveiller la véritable bête, celle qu'il visait était Akawaro lui-même. À ce moment-là, Karura, ayant achevé ses propres ennemis, arriva juste à temps. Elle et les autres chargèrent dans la bataille contre la horde de monstres, formant un mur d'acier pour protéger Akawaro. Karura rugit que si les coupés ne fonctionnaient pas, il devait simplement les déchirer, exhortant Akawaro à avancer et à en finir avec Niwa une fois pour toutes. Iruru, remplie d'une détermination féroce, déclara qu'elle irait avec Akawaro. Elle voulait être témoin du chemin qu'il choisirait de ses propres yeux. Sans autre choix, Akawaro affronta Niwa directement, ce dernier l'attendant avec une joie démente. Niwa appela Akawaro sa bête bien-aimée avec moquerie, et quand Akawaro lui offrit une chance de se rendre en échange de sa vie, il éclata d'un rire maniaque. Pour lui, la guerre était comme une grande chasse. Il fallait préparer soigneusement le piège, attendre la proie, et à la fin, il n'y avait que 2 choix, manger ou être mangé. Puis, pour intensifier le drame de sa propre pièce tordue, Niwa commit un acte de folie et de cruauté inimaginable. Il ordonna l'incendie de sa propre nation, mettant le feu à la capitale de Shikri-Psham. Akawaro et Iruru ne purent qu'observer avec horreur la ville se transformer en une mer de flammes, entendant les cris de civils innocents brûler vifs. Dans sa frénésie, Niwa déclara que tout le monde croirait que c'était Akawaro qui avait fait cela, qu'il était le monstre qui avait réduit d'innombrables innocents en cendres. Cela plongea Akawaro dans une rage folle. Il rugit qu'il ne pardonnerait jamais à Niwa, mais Niwa ne fit que s'exalter davantage, se délectant de la fureur et de la haine d'Akawaro. Puis il révéla une vérité encore plus sombre. Tout ce qui s'était passé, Orokakan, la capitale en flammes, toutes les morts de la guerre, n'étaient que des sacrifices pour nourrir la bête en Akawaro. Il accusa Akawaro d'être un porteur de calamité, disant que s'il voulait maudire quelqu'un, il devrait se maudire lui-même. Poussé à bout par la cruauté et les accusations de Niwa, la fureur à l'intérieur d'Akawaro éclata finalement. Une puissance vaste, primale et terrifiante s'éveilla en lui, le transformant en quelque chose d'entièrement différent. Une bête exactement comme Niwa l'avait désiré. Ses yeux flamboyèrent d'une lumière d'un autre monde, en son corps enveloppé d'une énergie violente. Iruru ne put que reculer, terrifié, tandis que Niwa riait d'un plaisir extatique, criant qu'il avait attendu si longtemps ce moment. Akawaro rugit qu'il détruirait Niwa, et les deux s'affrontèrent dans une bataille finale au sommet du château en flammes.
L'épée de Niwa dansait follement, son excitation atteignant son paroxysme alors qu'il appelait Akawaro sa proie ultime, savourant la sensation du feu brûlant sa peau. Mais Akawaro, alimenté par l'angoisse et la haine de milliers de vies détruites par la folie de Niwa, déchaîna une force cataclysmique. Il rugit, exigeant de savoir si Niwa était satisfait, si c'était vraiment la fin qu'il cherchait après tant de sacrifices. D'un coup final dévastateur, Akawaro maîtrisa et tua complètement Niwa. Dans ces derniers instants, Niwa sembla presque satisfait, admettant que son jugement avait été correct, qu'Akawaro était vraiment la bête suprême. Il invita Akawaro à le dévorer, accomplissant la loi de l'existence à laquelle il croyait si ardemment, manger ou être mangé. Et puis Akawaro se transforma entièrement en une créature monstrueuse, déchirant Niwa en 100 morceaux. Quand il reprit finalement conscience et retrouva sa forme humaine, tout était déjà terminé. Sous le château, Karura et Taoko avaient en fini de nettoyer les derniers monstres. Elles ne purent que lever les yeux vers la destruction écrasante que la bataille avait laissée derrière elles. Pendant ce temps, aux frontières, Binawi et ses troupes regardaient le château s'effondrer dans une mer de flammes. Ils savaient que leur commandant avait remporté la victoire, mais à un coût incommensurable. Le festin de sang était terminé, pourtant les cicatrices qu'il laissait ne s'effaceraient jamais. Moins d'un mois après la fin de la guerre avec Shikripsham, les efforts de récupération progressèrent rapidement. Et les champs autrefois ravagés par la guerre s'étaient étonnamment transformés sous leurs yeux, un témoignage de la volonté inébranlable de survie de l'humanité. Lors d'un voyage d'inspection, Akawaro marchait aux côtés de ses compagnons, et les habitants, surtout les enfants, le reconnurent et l'accueillirent joyeusement. Ils promirent même qu'un jour ils deviendraient assez forts pour combattre à ses côtés. Cependant, Hiruru leur dit gentiment qu'au moment où ils grandiraient, il n'y aurait plus de guerre, donc ils n'auraient pas besoin de se battre. Akawaro acquiesça, leur conseillant plutôt d'aider leurs parents afin que la vie puisse reprendre son cours normal plus tôt. Plus tard, lors d'une réunion du conseil, les problèmes d'après-guerre furent discutés. Pour Kukakeka, Tsukaru enverrait un envoyé spécial pour aider à rétablir leur gouvernement, une décision que Taoko, la représentante de Kukakeka, accepta avec gratitude. Cependant, la situation à Shikripsham était bien plus compliquée car leur capitale avait été entièrement incendiée et seulement environ 10% de la population subsistait, rendant la reconstruction extrêmement difficile. Bien que le plan initial fût d'annexer le territoire à Tsukaru, Akawaro prit la décision d'abandonner l'ancienne capitale. Il croyait que les survivants devraient déménager vers une nouvelle terre, libérée du passé ignoble sous le règne de Niwa. Malgré tout, le poids de la guerre et le fardeau des décisions de vie ou de mort pesaient toujours lourdement sur l'esprit d'Akawaro, le laissant épuisé. Voyant cela, Hiruru proposa de lui masser les épaules. Dans ces moments de calme, les derniers mots de Niwa résonnèrent à nouveau dans son esprit, qu'il était une bête porteuse de calamité, que tant qu'il existerait, la guerre ne finirait jamais, et il eut l'hallucination de ses mains trempées de sang. Pendant ce temps, la vie au château continuait à son propre rythme. Bien que Toko ait reçu une chambre confortable, elle restait excessivement formelle et insista pour garder Akawaro malgré son refus. Au même moment, Oboro et Kiryu furent pris en flagrant délit par Hiruru alors qu'ils tentaient de voler des collations pour accompagner leur saké, égayant l'ambiance de rire. Peu après, l'attention de tous se tourna vers le terrain d'entraînement où Oboro faisait un match d'entraînement avec Binawi. Oboro montra une amélioration remarquable avec des attaques rapides et puissantes. Mais Binawi, calme et stratégique comme toujours, les dévia facilement, gardant toujours une longueur d'avance. Au final, Binawi attira habilement Oboro dans un piège et revendiqua la victoire. Il offrit ensuite de précieux conseils, toujours planifier 2 ou 3 coups à l'avance et ne jamais sous-estimer l'adversaire. Malgré sa défaite, les progrès d'Oboro furent reconnus par Binawi. Et pour célébrer, tout le monde organisa un festin en plein jour. Les rires et les voix joyeuses revinrent une fois de plus, remplissant les cœurs d'Akawaro et d'Hiruru de chaleur. La première partie se termine ici. Au revoir.